Bonjour à tous et bienvenue pour ce débat sur le projet de nouvelle gare de Saint-Cyr-sur-Mer. Nous sommes ravis d'ouvrir un espace d'échange sur le sujet. Je me présente, je suis Laura Genevoix, conseillère municipale à Saint-Cyr dans le groupe Avec vous un nouvel élan, aux côtés de Dominique Olivier qui était tête de liste en 2020. Suite aux dernières élections municipales, notre liste de candidats crée une association, Saint-Cyr citoyenne, écologique et sociale. Son objectif est de défendre sur notre commune les sujets qui nous tiennent à cœur, la transition écologique et solidaire et la démocratie participative. C'est pour ces deux raisons que nous organisons aujourd'hui cet échange sur le projet de nouvelle gare de Saint-Cyr. Nous intervenons en tant que citoyens, ni au nom de la mairie, ni au nom de la SNCF. Au programme de ce soir, partager nos connaissances, écouter vos interrogations et faire connaître nos positions. Je laisse à présent la parole à Philippe Serre. Je vais donc commencer par me présenter. Je m'appelle Philippe Serre. Certains d'entre vous me connaissent. J'ai 58 ans et une activité aujourd'hui de consultant et de formateur, mais surtout une expérience de 36 ans à la SNCF, durant laquelle j'ai eu quelques expériences notables dans le sujet, dans le domaine qui nous réunit. Notamment la première, j'ai été en charge de la maîtrise d'ouvrage des pôles d'échange multimodaux. On verra plus loin de quoi il s'agit. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec les collectivités territoriales, avec les élus, sur le montage d'opérations pour mettre en place des pôles d'échange comme celui dont on parle aujourd'hui à Saint-Cyr-sur-Mer. Autre expérience, j'ai été pendant quelques années le directeur du TER Côte d'Azur, qui offre deux particularités. La première, c'est que c'est le plus important de France en termes de trafic, avec 50 000 personnes par jour sur la seule ligne Cannes-Ventimille. Et la deuxième, c'est que c'est le premier à être mis en concurrence. Et le conseil régional devrait rendre le verdict au mois d'août prochain pour savoir qui sera le prochain opérateur. Est-ce que ce sera la SNCF ou un autre qui exploitera le TER sur la Côte d'Azur? Je m'appuie aussi sur une expérience d'élu. J'ai été tête de liste en 2014 pour les élections municipales à Saint-Cyr et du coup derrière conseiller municipal d'opposition pendant quelques années, notamment avec Dominique Olivier et Marie-Pierre Valverde. Et puis j'ai été remplacé par Alain Patouillard lors de mon départ à Nice. Voilà, donc quelques expériences sur le domaine que je vais essayer de partager avec vous et avec toute l'équipe qui nous a aidé à préparer cette présentation. Vous l'avez compris, nous intervenons en tant que citoyens. Et nous n'avons aucune responsabilité autre que celle-là dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Nous ne sommes mandatés ni par la mairie, nous sommes plutôt dans l'opposition et pas dans la majorité municipale, ni par la SNCF. Si la SNCF m'a payé pendant longtemps, elle ne le fait plus aujourd'hui, c'est la caisse de retraite qui me paye. Et donc, nous n'avons aucun mandat et aucune mission ni de la municipalité, ni de la SNCF. Et les informations que nous avons sont celles que nous avons glanées en tant que citoyens, avec peut-être quelques éclairages liés à notre expérience. La réunion de ce soir, elle va s'organiser sur différents points. Le premier, la mission, donc je l'ai dit, partager nos connaissances, écouter vos interrogations et puis faire connaître nos positions parce qu'on a un beau projet à défendre. Je vais vous exposer les petits rappels sur ce qu'est le RER toulonnais, sur ce que sont les grands principes du système ferroviaire, donc quelque chose d'un petit peu didactique qui permettra de comprendre des éléments de décision qui peuvent paraître un petit peu obscurs, et puis parler de la situation actuelle du transport à Saint-Cyr. On parlera ensuite, et c'est Dominique Olivier qui s'en chargera, du projet urbain porté par la majorité municipale et qui est le projet Pradoga. Et je le rappelle, c'est un projet urbain, un projet d'aménagement urbain et non pas un projet ferroviaire. Et puis le projet de pôle d'échange tel qu'il nous est proposé par SNCF Réseau aujourd'hui. Et puis surtout la version que nous proposons et que nous défendons, puisque nous avons une proposition qui présente de nombreux avantages et qu'on aura à cœur de vous exposer. Surtout,
voilà, vous donner nos éclairages, notre vision, nos propositions et écouter ce que vous avez à dire. Et cette présentation, elle sera naturellement suivie par un débat que j'espère le plus interactif possible. En tout cas, on a très envie de répondre en live à vos questions et d'écouter vos remarques. Voilà. Si vous le voulez bien, je vais commencer par ce qui concerne le RER toulonnais. Le RER toulonnais, pardon, c'est un projet qui est un projet porté par l'État, qui est porté par la région, qui est porté par le département et qui est porté par la métropole toulonnaise, TPM, et qui a pour but d'améliorer les transports autour de la métropole toulonnaise. Ça nous occupe depuis quelques années, ce projet de RER toulonnais. Ça fait 3-4 ans qu'il est sur la table et avec des évolutions diverses. La première réflexion, c'est effectivement de mettre en place une desserte est-ouest de Toulon qui règle à la fois la traversée de Toulon et puis les relations est-ouest par un mode ferroviaire. Si c'est allé très vite côté est pour déterminer quel serait le terminus de ce RER toulonnais, et d'arriver à la décision de prendre Carnoul, ça a été plus lent côté ouest et ça a été l'objet de nombreuses discussions. On a commencé par parler de la Seine, qui était beaucoup trop près de Toulon et qui n'avait pas d'intérêt. Puis on a parlé d'Olioul, puis on a parlé de Sanary et on a fini par décider que ce terminus serait à Saint-Cyr. C'est pour nous une grande victoire. C'est une grande victoire parce que ça permet de faire bénéficier de ce projet de développement tous les gens, tous les habitants et tous nos concitoyens qui sont entre Saint-Cyr et Carnoul, et du coup de donner satisfaction au plus grand nombre. Voilà, si vous voyez sur l'écran ce schéma, alors il est un petit peu compliqué, il montre un petit peu les dessertes de TER. Vous voyez qu'à ce qui existe aujourd'hui et qui relie des trains qui vont de Marseille à Hyères, de Marseille aux Arcs, et des trains qui passent entre Marseille et Nice, on rajoute, je n'ai pas de curseur qui permette de le montrer, on rajoute une desserte qui rejoindrait Saint-Cyr à Carnoul et qui desservirait toutes les gares intermédiaires. Donc ça permet 3 choses. Ça permet effectivement de monter dans un train à Bandol et d'aller travailler à la Garde ou la Pauline ou à Sainte-Musse, parce que vous savez qu'en parallèle se crée une gare à Sainte-Musse, ou d'aller étudier à l'université à la Garde. Avec, deuxième chose, une fréquence améliorée. Vous voyez qu'en face de Saint-Cyr, il passera plus de trains que ce qu'il en passait avant, en face de Bandol aussi, et en face d'Olioul-Sanary aussi. Donc, une fréquence améliorée. Et puis, un autre avantage un petit peu plus égoïste pour nous, c'est que c'est une manne financière qui va tomber sur Saint-Cyr et qui va nous permettre de développer des aménagements en termes de transport et de mobilité qui nous manquent cruellement aujourd'hui. Voilà. En gros, l'enjeu, il est de donner une réponse ferroviaire. Il est pour la métropole toulonnaise de donner une réponse ferroviaire à un besoin de déplacement qui, lui, de toute façon, existe et est exponentiel. L'avantage, c'est que Saint-Cyr va bénéficier de cet aménagement-là, et puis de tous les à côté de cet aménagement. Et puis l'avantage énorme pour nous, nos enfants et nos petits-enfants, c'est que quand on fait une réponse ferroviaire, c'est plus de trains et c'est moins de voitures. Et que l'alternative à ça, c'est une 4e voie d'autoroute et un 2e tunnel pour traverser Toulon. Voilà. Bon. On préfère, nous, la solution ferroviaire, et je pense que l'avenir nous donnera raison et que nos enfants et petits-enfants nous en seront reconnaissants. 2 mots, si vous le voulez bien, sur le système ferroviaire. Très, très rapidement. Le système ferroviaire, il repose sur énormément de règles. Je vais juste en citer 2. La première, c'est que une voie égale un sens de circulation.
Là encore, je vais vous partager un petit schéma. Je ne sais pas si vous devez le voir. Oui. Alors, première découverte quand on regarde ça, les trains roulent à gauche. C'est un héritage du passé britannique du chemin de fer. Mais les trains roulent à gauche. Et une voie égale un sens de circulation. Pour des raisons très simples, on n'a aucune envie d'avoir deux trains qui se rencontrent frontalement. Et donc, à partir du moment où on a deux voies, on a une voie, la voie de gauche, qui va dans, voilà, une voie qui va dans un sens et une voie qui va dans l'autre. Et puis, vous le savez bien, ben, sur le littoral entre Marseille et Nice, ben, il y a deux voies. Il y a deux voies, c'est-à-dire qu'il y a une voie dans un sens et une voie dans l'autre. Alors, les puristes me feront remarquer qu'entre Marseille et Aubagne, il y en a trois. Entre Antibes et Cagnes-sur-Mer, il y en a trois aussi, je vous le dis. Mais tout le long, il y en a deux. Il y en a une dans chaque sens. Donc, toute la contrainte de la circulation ferroviaire, elle est là. Vous imaginez que l'autoroute entre Marseille et Nice est qu'une voie dans chaque sens. Pas d'aire de repos, pas de sortie. Et que là-dessus, on fasse circuler tout un tas de véhicules avec des vitesses différentes et des arrêts différents. Ben, c'est la problématique du transport ferroviaire. Donc, il y a une voie dans chaque sens, ce qui veut dire que si la voie est bouchée, ou si un train est arrêté au milieu, eh bien derrière, ça ne passe pas. Ou si un train prend du retard, derrière, il y a un effet domino qui fait que ce retard, il continue un petit peu plus loin. Voilà. Et petite anecdote, moi j'ai été amené une fois à expliquer à la presse à Monaco que si le train de 18h à Monaco était en retard, c'est parce qu'il y avait un TGV le matin qui avait tapé un chevreuil du côté de Melun et qu'avec l'effet domino, ben, on était arrivé à ce truc-là. C'est assez incompréhensible pour le commun des mortels, mais c'est bien comme ça. Et donc, hop, et je fais rentrer les gens. Non. Voilà, une voie dans chaque sens et on passe d'une voie à l'autre que d'une manière très exceptionnelle qui ressemble très simplement à la circulation alternée que l'on a avec nos feux rouges et encore, ce n'est pas possible partout. Et puis la deuxième règle de base de la circulation ferroviaire, c'est ce qu'on appelle le cantonnement, c'est qu'on coupe la voie en cantons, en petits morceaux, et dans ces petits morceaux, il peut y avoir qu'un train à la fois. Et là, c'est une autre évidence, c'est pour pas qu'un train en rattrape un autre. Et donc, à partir du moment où là, vous voyez, si j'ai un train dans mon canton 3 au milieu, ben derrière, il y a un feu rouge qui empêche l'accès dans ce canton-là. Et puis le canton 2 est protégé par un feu orange qui fait éviter d'y aller. Et puis le canton 1, lui, est libre. Donc, on ne fait pas se suivre des trains comme des métros ou comme des voitures, pare-choc contre pare-choc. Et nécessairement, on est obligé de respecter une limite de fréquence. Ça évoluera avec d'autres systèmes. Ce système-là, il date de la fin du 19e, mais ça évoluera avec d'autres systèmes dans les années à venir. Mais aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Donc, les trains, une voie dans chaque sens. On cantonne des trains, donc ils ne se suivent pas, si je peux utiliser l'image, pare-choc contre pare-choc. Et puis, peu de voies de dépassement ou de garage. Et en gros, on peut, entre Marseille et Toulon, avoir des possibilités de dépassement, c'est-à-dire mettre un train sur le côté pour en faire passer un autre plus rapide. Et plus rapide, ce n'est pas automatiquement parce que c'est un TGV ou par rapport à un TER, c'est parce qu'il a moins d'arrêts. Cette possibilité-là, on l'a à Marseille-Blancarde, ça a peu d'intérêt au départ de Marseille, on l'a à Aubagne et on l'a à La Seine. Et c'est tout entre Marseille et Toulon. Et sinon, derrière, les trains s'accumulent, et etc. Donc, des possibilités de dépassement, c'est des choses intéressantes en milieu de ligne, et le milieu de ligne, il tombe à peu près chez nous. Voilà. On a les voies fret à Saint-Cyr. Alors, je vais peut-être prendre l'écran partagé et tenter quelque chose. Tenter de vous dessiner un petit peu à quoi ressemble la gare de Saint-Cyr. Voilà.
Il arrive de Toulon, il va vers Marseille, il a un problème, je vais pouvoir le garer là. Cette voie, ce n'est en aucun cas une voie de dépassement, mais c'est assimilable à une aire d'autoroute sur laquelle on stocke les poids lourds. Ce train de fret, il peut rester 2 jours ici, tout simplement parce qu'il a un problème ou tout simplement parce qu'il n'y a pas la possibilité de l'acheminer ou de le recevoir ailleurs. Et il va rester 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, ou un jour, ou 2 jours, ou 3 jours. Voilà. Donc, ça s'assimile plutôt à une aire d'autoroute. D'accord? Voilà. Donc, on est dans cette situation-là à la gare Saint-Cyr, avec ces voies fret qui ont donc pour vocation de servir d'aire de stationnement pour les trains de fret entre Marseille et Toulon. Il n'y a aucune obligation à les avoir à Saint-Cyr. Elles sont à Saint-Cyr parce que c'est au milieu entre Marseille et Toulon et que c'est bien placé. On n'a aucune obligation de les avoir l'une en face de l'autre. On pourrait très bien avoir une voie dans un sens qui soit au niveau de Bandol et une autre qui soit au niveau de la Ciotat. Voilà. Et la seule obligation, c'est d'avoir une voie de chaque côté entre Marseille et Toulon, mais si possible en situation à peu près centrale, et qu'elle fasse au moins 750 mètres de long pour pouvoir accueillir des trains de fret sans gêner la circulation des autres trains. Voilà. L'autre conséquence que l'on voit là, c'est tout simplement que lorsqu'un train arrive à Saint-Cyr, il ne peut pas repartir dans l'autre sens, vous le voyez. Et on va en parler derrière. OK? Deuxième élément sur un petit peu de pédagogie ferroviaire, c'est ce qu'on appelle le pôle d'échange. Personne ne va de gare à gare, sauf quelqu'un qui habiterait dans une gare et qui travaillerait dans une autre et qui ne ferait que rejoindre les deux gares. Mais personne ne va de gare à gare. Chacun, vous, moi, nous, les autres, on va d'adresse à adresse. Et à partir du moment où on va d'adresse à adresse, le train ne suffit pas. Il y a nécessairement un trajet initial pour se rendre à la gare, même si on y va en train, et puis un trajet terminal pour sortir de la gare et aller à son adresse. Donc le train ne suffit pas. Donc une gare, c'est par définition un point de rencontre entre différents modes de transport. Voilà pourquoi on appelle ça un pôle d'échange multimodal. Et ces différents modes de transport, ça peut être des transports collectifs, les cars, les bus, le métro, le tramway, etc. Ça peut être, voilà, si vous avez des questions, posez-les, bien sûr. Ça peut être des transports individuels, des deux roues, de la voiture, de plus en plus de covoiturage, et ça peut être des modes doux, c'est-à-dire on vient en vélo, on vient en trottinette ou on vient tout simplement à pied. Mais nécessairement, une gare toute seule, ça n'existe pas. On appelle ça un pôle d'échange parce qu'il y a plusieurs modes de transport qui vont cohabiter et qui vont se compléter l'un et l'autre. Donc ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite d'abord de la fluidité de l'information et de la coordination, parce qu'il faut coordonner l'ensemble de ces modes de transport entre eux. La plus grande illustration, c'est coordonner les horaires de cars et de bus avec les horaires de train, par exemple. Il faut avoir de l'information, c'est-à-dire qu'il faut donner des informations d'adresse à adresse, et pas simplement des horaires de train, mais dire si vous partez du centre-ville de Saint-Cyr ou du Plan de la Mer pour rejoindre la fac à la Garde, comment se passe votre transport. Et de plus en plus, on a des systèmes d'information qui sont des systèmes multimodaux également. Il faut de l'espace. Là aussi, ce qui est évident, c'est de dire qu'il faut du stationnement, par exemple, pour arriver à garer des voitures. Mais arriver à garer des voitures, c'est aussi faire des espaces pour avoir des correspondances par car ou par bus avec des quais, avec de la rotation, avec la possibilité de faire cohabiter tout ça dans un même espace. Voilà. Il faut des espaces sécurisés pour laisser des vélos, et c'est dire que quand on vient en vélo et qu'on repart le soir, on repart avec, et que quelqu'un d'autre n'est pas reparti avec entre-temps. Et puis aussi, il faut des accès. Et il faut des accès routiers, bien entendu, mais il faut aussi des accès cyclables et il faut des accès piétonniers. Donc, pour faire un pôle d'échange, de la fluidité de la coordination, de l'espace,
et des accès. Et aujourd'hui, si on fait le constat de notre gare actuelle, est-ce que vous la voyez? Oui. Notre gare actuelle, elle ne permet pas de répondre aux attentes du RER toulonnais, tout simplement parce que vous l'avez vu, quand un train arrive à Saint-Cyr, il ne peut pas repartir dans l'autre sens. Et je vais vous montrer. Et je vais montrer les conditions nécessaires pour qu'il puisse repartir dans l'autre sens. Et puis, elle ne répond pas non plus, dès aujourd'hui, à toutes ces attentes de pôle d'échange que l'on a. On n'a pas d'itinéraire piétonnier, on n'a pas de piste cyclable, on a des espaces de stationnement qui sont contraints et on a des accès qui sont très, très, très compliqués, avec notamment le pont de chemin de fer, avec l'avenue des Lecs qui est en double sens et qui ne permet pas de circuler autrement qu'en voiture, sauf si on est suicidaire, et avec l'ensemble des véhicules qui viennent à la gare. Et aujourd'hui, très clairement, à part les quelques-uns qui habitent dans un rayon de 500 mètres et qui peuvent venir à pied, tout le monde vient en voiture à la gare de Saint-Cyr. On n'a pas de correspondance par car. Les cars ne peuvent pas passer sous le pont de chemin de fer, mais surtout, ils ne peuvent pas, vous le voyez, ils ne peuvent pas avoir la giration nécessaire pour tourner devant la gare. Voilà, les cars ne peuvent pas venir là. Et à la SNCF, lorsqu'on a des problèmes de circulation à Saint-Cyr sur la ligne et qu'on est obligé de substituer le train par un car, ben le car laisse les gens à la station Marot et ne vient pas jusqu'à la gare. Voilà. Il n'y a pas cette possibilité-là aujourd'hui. Donc, mais pour qu'à Saint-Cyr, on puisse avoir des trains qui arrivent et qui repartent dans l'autre sens, on est obligé de faire des voies centrales. C'est-à-dire que le train qui va arriver avec... voilà, je pense que je vais le faire. Voilà. Voilà, ben, je vais faire un petit peu de ménage sur mon dessin, si vous le voulez bien. Voilà. Pour avoir la possibilité d'avoir des trains qui font un retournement à Saint-Cyr, c'est-à-dire qui arrivent et qui repartent dans l'autre sens. D'accord? Ici, on vient de Toulon. Ici, on a Marseille. Si vous avez un train qui arrive de Toulon, ben vous avez vu qu'il n'a aucune autre solution pour y retourner que d'aller jusqu'à Marseille et repartir. Donc, la solution, elle est de faire voilà. Elle est de faire des voies centrales qui vont permettre à mon train d'arriver de Toulon, de venir se mettre ici, le cas échéant en laissant la possibilité à un autre qui va vers Marseille de passer et de repartir par là. Donc nécessairement en termes d'emprise, ben, vous voyez les conséquences que ça a. C'est que mes quais, du coup, ils sont ici et que la largeur de l'emprise que j'ai, elle est beaucoup plus importante. Elle est trop importante pour qu'on la fasse au niveau de la gare actuelle. Il n'y a pas aujourd'hui la place, il faudrait raser le bâtiment, il faudrait aller plus loin. Et puis surtout, elle n'est pas compatible avec
le positionnement de la gare actuelle, parce que vous voyez que la voie, je vais essayer de revenir. Ah là là. Voilà. La voie est en courbe. Ouais. La voie est en courbe. Et si j'élargis le plateau de voie, ben, je suis obligé de non seulement de raser l'ensemble du bâtiment de la gare et des parkings actuels, mais surtout de commencer cet élargissement ici, avec un impact très fort sur toutes les maisons qui longent l'avenue Jean Jaurès de ce côté-là. Donc, pas de possibilité ici, au niveau de la gare, de faire ce plateau de voie. Il faut pour ça rejoindre la partie en ligne droite, et la partie en ligne droite, vous la voyez là, et vous voyez d'ailleurs les fameuses voies fret. On passe de 2 voies, vous le voyez, hop, à 4 voies ici. Voilà. Et vous voyez que là, on a des plateaux de voies qui sont beaucoup plus importants. Voilà. Notamment ici, voilà un train fret garé. Voilà. Et qui vont permettre de faire ces aménagements-là. Donc, 2 entrées sur ce projet par rapport à la gare de Saint-Cyr. Le premier, en termes d'infrastructure ferroviaire, elle ne permet pas, elle ne permet pas de faire les aménagements nécessaires. Il n'y a pas la place. Et puis, le rayon de courbure ferait que ça aurait des conséquences énormes sur l'ensemble des habitations qui précèdent la gare en venant de Toulon. Et le deuxième élément, c'est qu'elle n'offre pas les conditions nécessaires pour faire un véritable pôle d'échange, et notamment les accès cars, les possibilités de parking et les accès piétonniers et vélos et cyclables. Voilà. On en est là aujourd'hui dans la situation qui est la nôtre. Or, la situation qui est la situation de base qui a été donnée lors du projet, je vais vous la montrer et je vais laisser la parole à Dominique, puisque ça lui donnera l'occasion de parler du projet Prado-Gare. Est-ce que c'est la situation actuelle que j'ai là? Voilà. Voilà la situation actuelle qui a été montrée par SNCF Réseau, notamment dans la concertation. Donc, vous voyez la gare, existante. Focus. Voilà, je dois pouvoir. Voilà, vous voyez la gare existante ici. Voilà. Et puis, vous voyez un magnifique aménagement qui est ici et qui est considéré comme la situation de base par SNCF Réseau. Je vais laisser la parole à Dominique qui va en parler, puisque c'est le projet Prado-Gare. Avant cela, est-ce que du coup, on pourrait juste prendre la question qui vient d'être posée dans le chat de Monsieur Philippe Leroy qui dit: faudrait-il obligatoirement 2 voies centrales ou une seule suffirait pour le TER? Alors, une seule pourrait suffire. 2 éléments sur ces voies centrales. Une seule pourrait suffire, effectivement, mais en termes de robustesse d'exploitation, ce n'est pas terrible. C'est-à-dire que si le train qui est arrivé n'est pas reparti, il n'y a pas la possibilité d'en envoyer un second. Ou si la trame horaire, à un moment donné, ne permet pas le train tous les quarts d'heure au départ, ou ne l'a pas prévu tout simplement parce que ce n'est pas judicieux, ça bloque la circulation du train suivant qui, lui, s'il ne s'arrête pas là, est obligé d'aller jusqu'à Marseille. Et donc, 2 voies, c'est une mesure voilà, non nécessaire, effectivement, mais plus confortable et plus efficace. Il y a un autre élément aussi qui est à prendre en compte, c'est que ces voies, ce n'est pas automatiquement des voies en cul-de-sac,
mais ça pourrait aussi constituer des voies de dépassement à ce moment-là, ce qui serait très pertinent. Voilà, qui n'a pas été prévu par SNCF Réseau aujourd'hui dans sa présentation pour des questions d'encombrement et pour pas en rajouter, mais dans la réflexion, ça doit intervenir bien évidemment. Dominique, peut-être de prendre la parole, parce que j'ai posé cette question et je me disais, ou alors quelle est la longueur d'un TER? Peut-être qu'on pourrait avoir une voie centrale qui soit utilisée sur 2 TER d'affilée. Je ne sais pas si un TER fait moins de la moitié de 750 mètres. Ou... Oui, un TER fait, la voie c'est 250 mètres pour un TER. Donc, ça fait le problème c'est que... On pourrait garder une voie de... Pardon? On pourrait garder une des voies de fret au cas où, pour n'en avoir qu'une seule à trouver ailleurs, et garder mettre deux espaces centraux l'un après l'autre. Ça ferait des quais beaucoup plus longs. Sauf que des espaces centraux l'un après l'autre, ça enterre des trains. Et ça enlève cette souplesse, c'est-à-dire que le train qui est derrière, lui, ne pourra pas repartir. Vous voyez? Sauf s'il y a 2 aiguillages, s'il y a un aiguillage au milieu, quoi, on va dire. Ben, oui, c'est très difficile. Alors là, en termes d'exploitation, c'est très difficile. C'est un autre risque qu'on appelle la prise en écharpe. 2 voies qui convergent sur une même voie, c'est assez compliqué à gérer. D'accord, merci. Voilà. Dominique? Il n'a pas le son. Dominique, ton micro. Donc, est-ce qu'on m'entend maintenant? Très bien. Oui. Donc, rebonjour à toutes et à tous, hein, ceux qui sont arrivés depuis tout à l'heure. Bon, juste moi, quelques mots, je ne serai pas long. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, moi j'étais conseiller municipal depuis 2015. Je ne suis pas membre, ou je n'étais pas membre à l'époque de la commission urbanisme. Ceci dit, ça ne m'a pas empêché de m'intéresser de très près aux questions du PLU. Et donc, alors, ce que je voulais souligner, enfin, et pour répondre à la question de Philippe, c'est ce qu'on a appelé, alors c'est un terme un peu barbare en urbanisme, l'OAP. Alors, l'OAP, ça veut dire orientation d'aménagement programmé. Donc, l'OAP Prado-Gare. Alors, Prado-Gare, c'est ce que vous voyez là, donc, qui s'étend entre la gare actuelle et Aqualand, disons en simplifiant. Bon, il se trouve que dès le début des études, vous savez que la dernière révision ou le dernier PLU, celui qui est en vigueur actuellement, il a été approuvé en 2016. Et donc, les études sur ce PLU ont commencé en 2014. Donc, de 2016 à 2014, il y a eu un certain nombre d'études et, à la suite de ces études, un rapport du commissaire enquêteur. Et alors, moi, j'avais relevé à l'époque, donc il y avait déjà en 2014-2016, donc entre 2014 et 2016, il y avait inscrit dans le PLU une OAP, donc orientation d'aménagement programmé, qui s'appelait Prado-Gare. Et il se trouve que le commissaire enquêteur, et c'est rare, hein, le commissaire enquêteur, dans son rapport, a fait un commentaire extrêmement sévère sur cette opération en lui disant qu'elle lui paraissait infaisable pour des problèmes de voirie, etc. D'autant qu'on ne voulait pas se donner, enfin, la mairie ne voulait pas se donner des outils d'aménagement, je dirais, contraints ou contraignants. Et donc, le commissaire enquêteur a dit, mais c'est infaisable. Et d'ailleurs, il a suggéré de réviser le projet de PLU et de refaire une enquête. Et la commune a répondu, pas question, on ne changera pas, ça marche comme ça. Et donc, dans le PLU arrêté, donc approuvé en 2016, qui est donc toujours celui en vigueur, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez une superbe opération d'aménagement programmé qui s'appelle Prado-Gare, que vous avez sous les yeux. Bon, encore une fois, le commissaire enquêteur avait dit que c'était infaisable. À la suite de quoi, donc, la commune a eu la chance d'être retenue par la région, PACA, qui avait lancé un appel à projet, qu'on appelle appel à manifestation d'intérêt, AMI. Donc, la région a lancé un appel à projet pour financer les communes de PACA qui souhaitaient étudier l'insertion de pôles d'échange multimodaux, donc autour de gares, donc qui souhaitaient étudier et optimiser, je dirais, l'insertion de pôles d'échange multimodaux dans l'urbanisme. Et ce que je considère être un peu
une heureuse surprise, Saint-Cyr a été reçu donc à ce concours et a confié un bureau d'études, qui est le bureau d'études qui s'appelle Citadia, qui fait la plupart des études d'urbanisme sur Saint-Cyr. Et donc, le bureau d'études Citadia a fait une étude pour voir comment un pôle d'échange multimodal pourrait être inséré dans cette OAP Prat-de-Gard. Il se trouve que nous avons eu, alors ça devait être fin juin 2019, nous avons eu une réunion privée du conseil municipal au cours de laquelle le bureau d'études, donc Citadia, et bien sûr le maire et les adjoints responsables, nous ont présenté à l'ensemble du conseil municipal. Donc encore une fois, c'était une réunion privée, hein. Donc pas de participants publics, pas de citoyens autres que les conseillers municipaux. Et donc on a eu une réunion, une présentation de cette insertion d'un pôle d'échange multimodal dans la zone Prat-de-Gard. Et là, alors, je pense que la majorité des participants, il se trouve que j'ai discuté avec beaucoup de participants à la sortie de cette réunion, qui soient d'ailleurs minoritaires ou majoritaires, hein, y compris les adjoints, et l'avis était quasi unanime en disant « mais c'est un projet qui est superbe, dommage qu'il soit infaisable ». Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire, c'est que cette opération, donc l'opération, l'OAP, ce qu'on appelle Prat-de-Gard, est une opération qui date de bien avant l'apparition du projet de RER toulonnais, de terminus ouest du RER toulonnais, donc ça doit être distingué, hein, c'est pas la même chose, je dirais. Il y avait un projet d'urbanisme, il y a toujours un projet d'urbanisme qui s'appelle OAP Prat-de-Gard, une étude, donc l'étude Citadia de 2019, pour voir comment insérer dans cette OAP un pôle d'échange multimodal et qui montrait manifestement que c'était difficilement faisable. Et on en est là. C'est-à-dire qu'on a maintenant, et Philippe l'a dit tout à l'heure, on a des documents d'enquête officielle, hein, qui ont été présentés de septembre à décembre à l'enquête, à la consultation publique par la SNCF, qui montrent donc dans la situation actuelle une superbe opération d'urbanisme, hein, avec un pôle d'échange multimodal, alors que tant le commissaire enquêteur en 2014-2015 et l'étude Citadia montraient que c'était difficilement faisable. Voilà, je m'arrête là et je pourrais répondre à d'autres questions. Ça tombe bien, Dominique, puisqu'on en a des questions. On a du coup une question qui demande, mais du coup, si le commissaire enquêteur a dit que c'était infaisable, comment se fait-il qu'on puisse tout de même faire ce projet? Non, alors, je reviens. Si vous voulez, le commissaire enquêteur, lui, il fait un travail qui est très sérieux. C'est-à-dire que le commissaire enquêteur, il recueille d'abord toutes les questions, il transmet obligatoirement les questions au maire. Le maire est obligé de répondre, il répond par écrit. Et ensuite de ça, le commissaire enquêteur fait un avis. Alors, le rapport du commissaire enquêteur c'est un boulot qui est extrêmement difficile et j'admire beaucoup, je dirais, la majorité des commissaires enquêteurs parce que c'est un boulot qui est très ardu et la façon dont il rapporte, entre guillemets, à la fois les questions et les réponses, en l'occurrence pour le commissaire enquêteur qui avait travaillé en 2015-2016, je trouve qu'il a fait un excellent boulot. Bon, mais donc lui, il ne fait qu'émettre un avis, hein. Et donc, voilà l'avis qu'il avait émis. Et là-dessus, donc, il a émis l'avis en disant, lui recommandait donc de modifier cette OAP, de le retirer du PLU, hein, et de refaire une enquête. Et la commune, et ça a été voté d'ailleurs, nous avons voté contre, hein, mais ça a été voté en conseil municipal. Le conseil municipal a dit non, on continue comme ça. Donc vous voyez, un avis du commissaire enquêteur et une décision du conseil municipal à laquelle nous avons toujours été opposés, hein, disant non, on continue, c'est faisable. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui était posée, mais j'ai peut-être un peu simplifié, mais je tiens tous les documents à disposition. Alors, on a un complément de questions par rapport à ce sujet-là et on a une question différente. Je vais te donner les deux d'un coup.
Oui. Et alors, du coup, pour poursuivre du coup la question qu'on avait là, du coup, la personne demande, mais du coup, ça veut dire que la mairie a présenté son projet comme une situation actuelle. Est-ce qu'on peut, du coup, c'est à considérer que c'était tromper la SNCF? Moi, c'est pas à moi de répondre, hein. Je ne sais pas. Enfin, nous n'avons pas participé aux discussions entre la SNCF et la mairie, hein. Avec Alain Patouillard, nous avons à plusieurs occasions sollicité de pouvoir être invités, participer, peut-être pas à toutes, mais au moins à une réunion entre la mairie et la SNCF. Bon, notre demande n'a jamais abouti. Donc, nous ignorons quelle a été la teneur exacte des discussions, comment l'opération OAP Prat-de-Gare a été présentée par le maire à la SNCF. Ce que nous constatons, et Philippe l'a dit, c'est les documents que vous avez là sous les yeux, hein, qui montrent, qui, en parlant d'une situation actuelle, montrent un très beau projet, hein, mais qui n'est qu'un projet, quoi, qu'un rêve. Voilà. Donc, je n'ai pas forcément répondu à la question. Alors, ceci étant, je ne pense pas que juridiquement, ce soit un motif d'annulation d'une décision quelconque. Hein, le fait que… Il peut rebondir, oui. Parce que, bon, là, en fait, ce qui a été mené par la SNCF depuis le mois de septembre, hein, la consultation sur le choix du terminus entre Sanary et Saint-Cyr, bon, c'est une consultation ouverte, mais ça n'a pas, entre guillemets, la force d'une enquête publique. Hein, donc, en fait, je ne pense pas que le fait que ce document ait fait partie, des documents soumis à la consultation puisse être un motif. De toute façon, il n'y a pas une annulation. Et pour l'instant, bon, Philippe l'a sans doute dit ou l'a peut-être dit, pour l'instant, si vous voulez, tout le processus, il y a un comité de pilotage du projet général, hein, de Marseille-Nice qui a lui émis un avis favorable qui va au ministre. Après, il est clair que si le projet doit se faire sur Saint-Cyr, il y aura à ce moment-là une enquête publique dans les formes que j'ai indiquées tout à l'heure pour le PLU. C'est-à-dire qu'il y aura, il y aura des enquêtes, s'il y a des expropriations, il y a des enquêtes publiques avec le même formalisme et la même rigueur, entre guillemets, que pour l'enquête préalable au PLU. Ok, alors on a eu 3 questions entre-temps et Philippe voulait rebondir déjà immédiatement sur ce que tu venais de dire. Donc vas-y Philippe, et après je vous posais 3 questions. Moi, je voudrais dire 2 choses. La première, pour rebondir là-dessus, c'est la situation actuelle qui a été vendue à la mairie, par la mairie à SNCF Réseau. Bien entendu, en ne disant pas c'est aujourd'hui comme ça. De toute façon, Réseau, ils sont allés voir sur place, hein. Par contre, en s'engageant à ce que la situation de base au moment de la construction et des travaux soit celle-là. Voilà. Ce qui, Dominique l'a dit, témoigne quand même d'un optimisme important. Le deuxième élément, quand même, c'est que, et ça va introduire tout ce qu'on va se dire derrière, imaginez qu'on attaque directement par ça, on est en 2017, on ne parle pas de déplacement de la gare, ça existe. Ça existe. Ça veut dire que toutes les questions que vous pouvez avoir et qui ont trait à ça, elles sont indépendantes du déplacement de la gare. Elles sont dans le périmètre de cette opération-là, opération Prat-de-Gare, qui est une opération sous maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire sous gestion municipale, et qui vise à 2 objectifs. Le premier est effectivement de faire une zone d'aménagement, et moi, je n'ai pas d'avis, moi, sur la zone d'aménagement et sur, au moins là, dans le sujet qui nous rassemble sur sa pertinence ou pas, hein, c'est du commerce, des espaces verts, etc., pourquoi pas, de l'habitat. Et le deuxième élément, c'est d'arriver à mettre l'avenue des Lecs que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez mon petit curseur. Oui, on le voit. Voilà, de mettre l'avenue des Lecs en sens unique. C'est une belle idée de mettre l'avenue des Lecs en sens unique parce qu'elle est accidentogène à l'extrême, qu'on ne peut pas faire de pistes cyclables, de trottoirs, de piétons, etc. Simplement, à mon sens, le défaut de ce projet, c'est qu'on la met en sens unique jusque-là. Et on revient par l'avenue ou le boulevard de Tacône, qui ne mérite pas son nom parce que c'est un petit chemin aujourd'hui,
et pour revenir ici. Voilà. L'avenue des Lecs, elle a le mérite d'être en sens unique, à mon sens, sur toute sa longueur, et notamment sur la partie qui est la plus difficile, qui est celle-là. Là, ça ne résout pas. On serait toujours à double sens ici, et par contre, on amènerait des cars et des bus là, par le chemin ou l'avenue ou le boulevard de Tacon, qui aujourd'hui est un chemin de terre. Donc, tout ce qui peut être impact de ce projet-là en termes d'élargissement des voiries ou en termes d'aménagement, ce ne sont pas des impacts ferroviaires. Voilà, je le redis, et c'est ce qui nous a valu beaucoup d'incompréhension, je pense, jusqu'à maintenant sur le sujet. Les questions, Laura, maintenant, Alors, ou on passe à la suite? oui, je vais toutes vous les donner pour que vous puissiez grouper et voir en fonction de ce qui va être de ton ressort et de celui de Dominique. La première question est de monsieur ou madame Garcin qui dit « Mais tant qu'à raser, pourquoi ne pas commencer par la gare actuelle? À quoi bon la garder compte tenu de votre projet ?» Alors, je pense qu'il y aura quand même une précision à faire sur le « votre projet », étant donné que là, C'est pas le nôtre. ce n'est pas le nôtre. Attends, je vous laisse tout de suite donner cette précision-là, puisque du coup, c'est ça, pour le coup, c'est bref. Alors, la gare actuelle, effectivement, de toute façon, ça ne sera plus la gare de Saint-Cyr. Mais sur la partie de votre projet, ça permet peut-être de reposer le cadre de Alors, cette situation d'échange ce soir. il y a le projet de RER toulonnais, et vous allez voir à la suite, je vais vous montrer deux variantes possibles de ce projet. Et la première n'étant pas la nôtre. Et nous ne portons pas le projet ni de la SNCF ni de la mairie. Nous sommes très heureux que Saint-Cyr ait été retenu pour le RER toulonnais. Nous sommes très heureux d'avoir un pôle d'échange multimodal, mais nous ne portons pas la solution existante aujourd'hui. La gare existante, effectivement, dans les deux projets, dans les deux possibilités, elle n'aurait plus la fonction de gare. Après, elle peut être rasée, elle peut être conservée parce que c'est un patrimoine qui, à mon avis, est un patrimoine saint-cyrien à prendre en compte et peut-être à réhabiliter différemment. Si vous le voulez bien, voilà, je vais passer au projet et comme ça, Attends, c'est beaucoup plus clair. je vous pose quand même du coup les questions à Dominique et toi, comme ça vous les avez à l'esprit. Donc, nous avons une question qui dit « Un nouveau PLU est à l'étude. Quid dans ce nouveau PLU de cette OAP ?» Première question. La deuxième, cette nouvelle infrastructure touchera combien de gares sur le parcours? Troisième question, quelles habitations sont impactées? Dominique, tu as une question. Quel projet soutiens-tu? De Marcel Simon. On a encore une question. Pourquoi pas une solution en souterrain? Vous parlez des impacts sur les habitations en venant de Toulon, mais quels impacts sur les habitations en venant de Marseille? Et du coup, une précision sur la question de la gare qui dit « Mais que deviendra la gare ?» Et là-dessus, je me permets de rebondir. En tant que faisant partie d'acteurs associatifs, je pense qu'il y a besoin de locaux pour faire plein de choses absolument géniales sur Saint-Cyr. Et que si on faisait des appels à projets, il y a sans doute beaucoup de choses très, très sympathiques qui pourraient voir le jour et qui pourraient répondre à des besoins des Saint-Cyriens de tous âges, et que des activités, par exemple un pôle intergénérationnel, enfin bon, bref, il y a des idées, je pense que les acteurs associatifs en ont plein et que cette gare, elle peut continuer à vivre quelle que soit son activité. Voilà. Avec une autre destination. Je pense que la plupart des questions ont besoin d'attendre qu'on présente les deux projets et ce sera beaucoup plus clair et on y reviendra, tu les gardes. La nouvelle infrastructure, elle servira à combien de gares? Toutes les gares qui verront passer des trains qui auront fait demi-tour à Saint-Cyr. Après, les modifications de l'infrastructure ferroviaire ne sont qu'à Saint-Cyr, c'est-à-dire les deux voies centrales, c'est à Saint-Cyr qu'elles seront et ça ne change rien pour les gares de Bandol, de Sanary ou de la Seine. Par contre, ça permettra à nos collègues de Bandol de voir passer plus de trains que si ce terminus avait été à Sanary, bien entendu, puisqu'ils auraient été hors périmètre. Je pense que Dominique va répondre sur la question sur le PLU. Et après, si vous voulez bien, je passerai aux différents projets, comme ça, ce sera plus clair pour tout le monde. Oui, moi, si on m'entend? Oui, très bien. Oui, donc très très brièvement, effectivement, a été lancé il y a très peu de temps, a été lancée une phase de révision. Alors la révision, c'est une opération très lourde, hein, donc c'est pratiquement la même chose qu'un nouveau PLU. Donc a été lancée très récemment la révision numéro 1 du PLU de 2016. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les études, le processus total va durer de l'ordre de 2 ans. Hein. Alors,
effectivement, se posera, et là, j'ai pas forcément la réponse, hein, j'ai pas la réponse, se posera un problème de calendrier. Parce que d'un côté, il y a ce projet donc, de déplacement de la gare, enfin la gare terminus ouest du RER, dans la version qu'on voit là, qui a été présentée par la SNCF, si effectivement la SNCF veut aller très vite, ce qu'on croit savoir, puisque la SNCF nous avait dit qu'elle voulait lancer elle voulait avoir terminé les études fines à la fin de l'année 2021 pour déjà commencer les enquêtes publiques. Et donc là, il y a, à mon avis, un problème, mais encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais il faudrait la poser à la fois à la SNCF et au maire. D'un côté, on a un processus de décision concernant la gare, et donc s'il y a des expropriations, et si la SNCF veut aller très très vite, ça voudrait dire que le processus d'enquête publique devrait démarrer fin 2021, début 2022. Hein, en tout cas, d'après ce que la SNCF nous disait. Et puis, de l'autre côté, il y a effectivement la révision qui, à mon avis, est un calendrier un peu décalé dans le temps. Alors, je n'ai pas la réponse sur l'articulation des deux calendriers. Mais il est évident que c'est la première qui aura force de loi. C'est-à-dire que s'il y a des expropriations nécessaires pour la gare, et si la gare est maintenue là, à ce moment-là, les processus, je dirais, d'enquête publique et d'expropriation pourrait peut-être commencer avant l'approbation définitive de la révision numéro 1 du PLU. Mais encore une fois, nous, comme le disait Philippe tout à l'heure, nous n'avons pas tous les éléments. Hein, donc là, je pense qu'il y a un certain nombre de questions à poser à nos édiles, à nos responsables municipaux. Juste, alors pour essayer d'avancer, je vous ai mis à l'écran le projet tel qu'il a été présenté. Ce projet, il a été présenté en répondant à deux préalables de la municipalité, c'est-à-dire de l'équipe municipale en place aujourd'hui. La SNCF a eu comme demande de positionner la gare la plus proche de la gare actuelle, c'est-à-dire d'éloigner le moins possible la gare et de l'intégrer dans le projet Prado-Gare. Ça a des conséquences, et ça a des conséquences lourdes. On parlait du bâtiment de la gare, il était là. Hein. Pour arriver à faire les voies centrales, effectivement, il faut écarter les voies d'arrivée, et donc le bâtiment de la gare, il n'existerait plus dans ce projet Prado-Gare. Dans le projet qui est porté actuellement, et je le répète, par l'équipe municipale en place, et du coup par la SNCF, qui de toute façon a eu ça comme préalable. Je ne dirais pas diktat, mais on lui a demandé de ne pas étudier autre chose. Vous voyez que dans ce projet Prado-Gare, l'emprise ferroviaire, l'emprise de la gare en elle-même, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire que même si ce pôle d'échange se situe ici, tout ce qui concerne là, ce n'est pas du tout le périmètre ferroviaire. C'est du périmètre de cette opération d'aménagement urbain. D'accord ? Là, le projet, c'est d'implanter nos deux quais, vous avez vu, avec les voies écartées et les deux voies centrales, au niveau du pont du chemin de la Bourrasque. Vous savez, ce pont avec le feu rouge qui est en circulation alternée là. Voilà. Donc, du coup, ce pont n'existerait plus, hein, puisqu'il n'y a plus de route. Et par contre, il servirait d'accès au quai. Voilà. L'écartement des voies, effectivement, a quelques impacts sur les vignes de Château-Prado, ici. Et puis, comme on est quand même dans un espace un peu contraint ici, eh bien, vous verrez que les voies fret sont mises en continuité. Et c'est ce qui fait qu'on a un impact sur le plateau de voies qui amène à peu près jusqu'au niveau des tennis. Mais vous verrez, je vais vous le montrer sur Google Earth, il est assez limité. Et vous verrez sur Google Earth que je pense qu'il n'y a pas d'impact foncier
au niveau des tennis, les impacts fonciers, ils sont à ce niveau-là. Ils sont à ce niveau-là. Ici, et puis la gare, et puis tout ce qu'il peut y avoir ici autour de la gare. Voilà. Ça, c'est donc le projet qui répond à le préalable de la municipalité qui dit on met la gare le plus proche possible de la gare actuelle, et ça tombe bien, on la veut au milieu de de l'OAP Prado-Gare. Voilà. Avec les impacts que vous connaissez aujourd'hui. Ce projet, je vais vous donner une autre vue que l'on avait dans le document de concertation. Hein. Je n'ai rien inventé. Peut-être celle-là. Voilà. Vous voyez, pareil, je vais essayer de retrouver mon petit curseur. Voilà, l'impact ferroviaire, il est là. Hein? L'impact ferroviaire, il est là. Celui qui est lié à une opération d'aménagement, c'est-à-dire à la possibilité de faire du bâti différent de ce qu'il y a aujourd'hui, du R+2 ou R+3, je ne sais pas, etc. On fait une opération de promotion immobilière. Ben, il est là, il est là, il est là. C'est en aucun cas, un périmètre ferroviaire. C'est-à-dire que l'on fasse la gare là ou qu'on ne la fasse pas, ou que, etc. C'est le projet municipal. Et puis le troisième impact, c'est celui de l'élargissement des voiries, puisque, je vous le redis, l'avenue des Lecs serait en sens unique et que la boucle se ferait par là. Et donc, l'ensemble des voiries retomberait ici. Et puis, tout ce qui descendrait de la route de la Cadière passerait ici également. Voilà. Et ça, cet élargissement des voiries, c'est un autre projet. Et c'est un projet, là aussi, avec une maîtrise d'œuvre de la commune, hein, ou la communauté d'agglomération peut-être. Mais en tout cas, ça ne concerne absolument pas la SNCF. La SNCF, elle ne va pas voir plus loin qu'ici. Voilà. Philippe, est-ce que tu pourrais après assez rapidement passer sur la présentation de notre proposition alternative? Très rapidement. Allez, ce projet-là, pour nous, il présente des accès difficiles. On va renvoyer des voitures ici sur l'avenue des Lecs. On voit bien que ces accès ici sont contraints et que ces espaces sont contraints. L'espace, lui, est vraiment contraint. On fait un parking de 300 places qui est un parking en hauteur, qui est un parking bâti. Or, 300 places, c'est ce qu'on a aujourd'hui et qui ne suffit pas en période hors Covid. Voilà. Mais c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, ça ne permet pas le développement ultérieur. On résout qu'en partie la problématique de l'avenue des Lecs. Ça a des impacts fonciers importants. Il y a des maisons ici, là, aujourd'hui. Il y a des maisons là. Voilà. Ça a des impacts fonciers importants. Il y a des vignes ici. Ça a des impacts environnementaux importants. D'accord? Parce qu'il y a cet élargissement-là. La faisabilité n'est pas avérée, Dominique Olivier l'a dit. Voilà. Et puis, voilà, aujourd'hui, on fait un petit peu l'amalgame entre tout ça. Donc, nous, la solution que nous portons, je vais revenir sur Google Earth, si je peux. C'est d'aller un petit peu plus loin. Voilà donc la gare actuelle. Voilà donc l'endroit où se situe le projet municipal. Vous voyez, avec des espaces un peu contraints ici et des espaces très contraints là, et l'obligation d'aller faire une boucle ici. Et quand on continue un petit peu plus loin, ben voilà, on a tout simplement un espace phénoménal qui est vide, qui ne gêne personne, et qui permet des accès facilités, et notamment la gare, notre gare aujourd'hui, le pôle d'échange demain, c'est un équipement communautaire. Aujourd'hui, c'est la gare de Saint-Cyr-les-Lecs-la-Cadière. Et en fait, c'est la gare de Saint-Cyr, c'est la gare des Lecs, bien sûr, c'est la gare de la Cadière, c'est la gare du Castellet, c'est la gare du Bossé. Et
et c'est quelquefois la gare de la Ciotat pour les gens qui vont vers Toulon. Tous ces gens-là, aujourd'hui, ils arrivent en centre-ville. Et aujourd'hui, je vous disais qu'on a 300 places de parking qui sont pleines. Ben, ça veut tout simplement dire qu'ici, tous les jours, on a 300 voitures qui arrivent le matin et 300 voitures qui partent le soir, dans cet espace contraint ici. Voilà. Demain, dans ces 300 voitures, ben, vous verrez que si l'entrée du pôle d'échange est ici, tout ce qui arrive de la Cadière, tout ce qui arrive du Castellet, tout ce qui arrivera par l'autoroute et ne rentrera plus en centre-ville. Tout ce qui arrive de la Ciotat arrivera directement. Si vous regardez la trame de Saint-Cyr, et si vous regardez l'habitat à Saint-Cyr, il n'est plus en centre-ville aujourd'hui. Et la trame circulatoire à Saint-Cyr, elle est là. La trame de base, la matrice circulatoire, elle est là. Sur des axes qui permettent aujourd'hui de faire des cheminements piétons, de faire des pistes cyclables, parce qu'ils ont la largeur nécessaire. Et donc, ici, des accès facilités, des espaces généreux. Ces parkings-là que vous voyez qui sont les parkings d'Aqualand, ils sont vides 8 mois de l'année et ils ne sont pas pleins pendant les 2 mois de l'année. Ici, ils ne sont pas totalement pleins non plus. Voilà. Donc, tous ces parkings-là sont à disposition et là, nous avons 11 000 mètres carrés qui sont une friche. Donc, des accès, un espace généreux pour pouvoir faire venir une gare, des cars, des bus, des vélos, une aire de covoiturage qui pourrait être à l'entrée de l'autoroute, etc. Et sans gêner personne. Il n'y a pas de vignes et il y a peu d'habitat. Et en tout cas, dans le projet qui est le nôtre, il n'y a pas, à notre connaissance, d'impact foncier, sous réserve des études, mais en tout cas, il serait archi limité, et en tout cas beaucoup plus que sur l'autre projet. La faisabilité, ben là, elle est avérée. Hein. C'est vide, c'est juste vide. Je vous invite à aller voir, hein, à aller promener là au rond-point et à aller promener là, vous allez voir. On a un no man's land complet. Et puis le projet, il est indépendant, tout simplement parce que si le maire a envie de faire son projet Prado-Gare, ça ne l'empêche pas. C'est un autre sujet et on en discutera différemment. Mais voilà. Et puis, lorsque vous regardez ici le plateau de voie, vous voyez un train fret qui est garé, vous voyez que le plateau de voie, il est plus important. Là. Et puis, il peut être élargi de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question aussi des voies fret qui ne seraient pas nécessairement en continuité. Peut-être avec, effectivement, comme disait le monsieur tout à l'heure, peut-être qu'une voie fret simplement à cette hauteur-là et une peut-être 5 ou 6 km plus loin d'un côté ou de l'autre. Voilà. Mais en tout cas, ça ouvre tout un tas de possibilités. Et puis, ça a un autre avantage énorme, c'est que du coup, notre avenue d'Élec, que je vais retrouver par là, on peut créer le sens unique complet sur l'avenue d'Élec. Ici. On pourrait créer le sens unique complet sur l'avenue d'Élec, puisqu'on n'a pas besoin de revenir là, avec moins de voitures, parce que on va éviter toutes celles qui viennent, qui vont à la gare ou qui en viennent, toutes celles qui viennent de la Cadière pour aller à la gare, avec moins de voitures, et la possibilité d'un échange ici qui ferait que, par exemple, le flux descendant de la Cadière, si l'avenue d'Élec est en sens montant, pourrait se retrouver au niveau du chemin de la Bourrasque, par exemple, voilà, ici. Et là, on pourrait faire une boucle, et le chemin de la Bourrasque, s'il est en sens unique, et qu'on n'a pas ici la nécessité d'élargir là, hein, toutes ces voies sont des voies inexploitées aujourd'hui, hein, voilà. D'élargir là, on peut le faire sans toucher les vignes de Château-Prado. Voilà. Donc, voilà la solution que nous portons. Je vais vous la remontrer d'une manière peut-être plus fixe et du coup peut-être un petit peu plus visible. On a deux remarques. Une qui dit du coup de monsieur ou madame Garcin et la voie fret située au niveau de la gare actuelle afin de ne pas impacter les maisons existantes. Ça pourrait, c'est-à-dire qu'on pourrait garder la voie fret
une des deux voies fret au niveau de la gare actuelle, ou mettre la voie fret justement avant la gare si elle était située là où on l'envisage, là où nous l'envisageons. Je reprends mon... Hop, voilà. Hein, ici, voilà, on pourrait avoir la voie fret, une des deux voies fret à ce niveau-là. Hein, bien sûr, on pourrait aussi l'avoir jusque-là parce qu'on aurait sans doute l'emprise nécessaire. C'est sous réserve d'études. Hein, mais aujourd'hui, ce que nous désirons, nous, ce que nous poussons, c'est qu'on dissocie les périmètres Prado-Gare, qui est un projet, ferroviaire, qui est un autre projet, d'accord, et qu'on étudie surtout cette solution qui nous semble présenter que des avantages. Pour compléter sur deux éléments, d'une manière informelle, mais parce qu'on a gardé quelques réseaux, nous savons que le coût serait inférieur de quelques dizaines de millions d'euros au coût Prado-Gare. C'était Voilà. justement la question qui venait nous être posée. En termes de coût, quel serait le coût d'opportunité de cette nouvelle proposition? Voilà. Donc, on gagnerait une trentaine ou une quarantaine de millions d'euros, notamment, tout simplement, parce qu'on n'aurait pas... Attendez, je reprends mon petit curseur. Hop. On n'aurait pas à élargir les voies de ce côté-là et à refaire tout le plateau de voies ici. Voilà. Parce qu'on est sur la ligne droite et que du coup, on a plus de place ici pour élargir. C'est différent. C'est très différent du projet présenté par le maire en termes d'aménagement au sol ici. C'est peu différent en termes de quai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le projet présenté par la mairie, les quais sont à ce niveau-là. D'accord? Et dans... Oula, j'ai mis des quais sur les bateaux. Voilà. Sélectionner. Et dans le nôtre de projet, il faut que je... Bon, j'étais optimiste. Je ne peux pas déplacer mes quais. Voilà, ça y est. Ils sont un peu gros. Voilà. Les quais qui seraient à ce niveau-là dans le projet municipal, nous, on envisage de les mettre ici. D'accord? Simplement, les équipements au sol, les équipements impactants, au lieu d'être ici dans une zone contrainte, ils se trouveraient ici dans une zone dégagée avec des accès facilités et, si vous le regardez bien, au centre de gravité de la commune. Et en évitant de faire rentrer des voitures en centre-ville. Voilà ce que nous portons depuis 2014, hein, ce projet-là et cette zone-là. Nous le présentons depuis 2014. Aujourd'hui, on a l'opportunité de le faire. Alors, à tous les gens qui nous disent non, mais ça y est, c'est bouclé, c'est fait, etc. Dominique l'a dit, il va y avoir une enquête publique. SNCF Réseau est persuadé aujourd'hui que notre projet est moins cher, bien meilleur en termes d'accès, plus facile en termes de réalisation, moins impactant en termes de foncier et d'environnement. Mais aujourd'hui, le maire est maître chez lui et il n'étudie pas ce projet, ou alors s'il l'étudie, ils ne le disent pas, tout simplement parce qu'ils ont une position de la municipalité qui est de dire c'est Prado-Gare ou rien. Il va y avoir une enquête d'utilité publique. Voilà. Et nous allons pousser de toutes nos forces pour que cette solution soit étudiée dans l'enquête d'utilité publique. Elle n'a pour nous que des avantages par rapport à l'autre, mais on va sans doute écouter vos questions et vos remarques et qui vont nous éclairer là-dessus.
Je vais rajouter, du coup, je vais vous transmettre les questions. Ça me fait quand même, du coup, penser très concrètement là pour la suite. Ça veut bien dire qu'en parallèle de cette enquête publique, notre association, donc Saint-Cyr Citoyenne, va chercher à vraiment porter, enfin, trouver la place, trouver la voie pour porter ces messages. Si vous trouvez que ce qu'on vient de vous présenter est pertinent, vous pouvez rejoindre et adhérer à l'association, parce que du coup, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir porter les messages. Et après, de voir comment est-ce qu'on peut remonter tout ça. Du coup, c'est un sujet pour ultérieur. Dans les questions qui sont remontées, il y en a une qu'on n'a pas prise tout à l'heure. Est-ce que les 750 mètres de voie agrandis vers la Ciotat vont impacter le 125 chemin de Sorba? Mais je pense que c'était avant que tu présentes notre projet. Mais je vais y aller parce que je sais que c'est important. Je vais quand même vous montrer le chemin de Sorba et les voies. J'agrandis. Vous voyez là, ça tombe bien sur Google Earth, il y a un train fret qui est garé. Vous voyez ici, focus, hop, vous voyez les deux voies de circulation des trains aujourd'hui et les deux voies de fret. Les deux voies des trains fret. Aujourd'hui, en faisant abstraction des voies fret ici, vous voyez que nos deux voies de circulation et nos deux voies centrales, elles y sont, et que l'emprise est là, il n'y a même pas besoin de bouger cette emprise-là. Si je continue vers le chemin de Sorba, j'ai échangé avec, je pense, la dame qui pose la question sur Facebook. Vous voyez que j'ai les 4 voies qui passent le pont et que ces 4 voies et les voies fret se terminent ici. Et que là, on retombe à 2 voies. Dans le projet présenté par Réseau, ces voies fret commenceraient plus tard qu'aujourd'hui, elles sont à la sortie des quais de la gare actuelle. Et là, elles seraient décalées pour aller plus loin. Et donc, elles se poursuivraient ici, voilà, jusqu'au niveau des tennis. Voilà. Et on ramènerait les 4 voies à 2 voies dans le projet à ce niveau-là. Pour en avoir discuté là avec le chef de projet SNCF de Réseau, avoir 4 voies jusque-là, ça nécessiterait un léger élargissement de ce plateau de voies, mais ici, tout ça, c'est en talus. Tout ça, c'est en talus. S'il y avait un mur de soutènement ici, ça peut élargir le plateau de voies. Ce chemin-là qui dessert des maisons, quel que soit le projet, il est maintenu. Quel que soit le projet, il est maintenu. Dans tous les projets dans le projet qui est présenté et dans le projet qui serait le nôtre et qui pourrait avoir comme conséquence maximale d'avoir 4 voies ici, de la même manière que l'autre, ce chemin-là, il est maintenu. Donc, le 125 chemin de Sorba, c'est par là, si je le vois bien. Voilà. Pour moi, il n'y a aucun impact. Et pour le chef de projet de Réseau, il n'y a aucun impact. Si vous aurez des travaux un petit peu devant chez vous pendant quelques mois. Mais pour moi, il n'y a pas d'impact foncier. Et très sincèrement, même la SNCF ne voit pas d'impact foncier dans cette zone-là. Après, sous toute réserve, d'autres projets qui arriveraient, etc. Mais de toute façon, ce chemin est maintenu parce qu'il dessert les maisons. Donc, je ne vois pas de voie ferrée passer dans les jardins ici. De la même manière, pour avoir échangé avec d'autres personnes qui se posaient des questions sur cette zone-là. Attends, on a du coup un complément Oui. sur la question précédente. Comment on peut élargir sans réduire le chemin qui est très étroit? Et je crois que tu parlais d'un mur de soutènement, du coup, qui le permettrait. Par exemple. De profiter du talus existant pour avoir un mur de soutènement qui permettrait d'éviter d'avoir à empiéter en plus sur le chemin. Oui, ça peut peut-être avoir des impacts ici, effectivement, ça peut peut-être avoir des impacts fonciers là, mais en gros, le but maximal,
maximale, ce serait d'avoir 4 voies. Ce serait d'avoir 4 voies à ce niveau-là. Donc 4 voies à ce niveau-là, effectivement, ça peut peut-être que le plateau peut venir jusque-là, plutôt que de venir jusqu'ici. Voilà. Les 4 voies, c'est un élargissement aussi de l'autre côté. Il y a le même talus de l'autre côté. Voilà. En tout cas, pour la SNCF Réseau, ils ne voyaient pas d'impact au-delà de cette zone-là. Après, on est toujours dans l'hypothèse où on aurait les 2 voies fret qui se feraient face au même moment. C'est vraiment la solution la pire pour la zone. Voilà. Mais effectivement, on pourrait avoir une solution où il y a simplement une voie fret de ce côté et une voie fret de l'autre. On a une question là-dessus. Les voies fret dans cette deuxième option, est-ce qu'elles vont jusqu'au pont, du coup? Alors, les voies fret, dans l'option que nous défendons, qui est celle-là, il y a plusieurs solutions. Soit on considère qu'on peut avoir ici les voies fret qui se termineraient, par exemple, au niveau du pont. Ça voudrait dire qu'ici, on aménage un plateau de 6 voies au maximum, s'il y avait les 2 voies fret en plus des 4 voies qui sont nécessaires. Ça veut dire que ça élargit ici, que ça élargit là. Après, à réfléchir aussi, il peut y avoir des solutions où les voies fret, on ait une voie fret avant. C'est-à-dire que si nous, on a les quais ici, on pourrait penser qu'on pourrait profiter de tout ce plateau de voies-là pour avoir aussi au moins une voie fret. Quitte à ce qu'elle aille un petit peu plus loin au niveau de la gare, parce que vous voyez par exemple tous ces plateaux de voies, là, toute cette zone-là, c'est une zone qui est inexploitée. Voilà. C'est sous réserve d'études. Après, moi je ne suis pas ingénieur, et puis surtout on n'a pas les outils et la topologie nécessaire pour le faire, mais je pense qu'il y a des solutions pour avoir une voie fret avant et une voie fret après, par exemple, ou pendant, si on élargit à 5 voies. En tout cas, le foncier en donne la possibilité. À voir après la technique, hein, mais le foncier en donne la possibilité. J'allais venir sur la zone de la gare actuelle, et notamment cette zone-là, hein, Saint-Cyr-Pizza, le bar du commerce, le bar des Platanes, etc. Je ne vois aucun impact à ce niveau-là, puisque de toute façon, les impacts maximaux, ils sont aujourd'hui, avec toute la circulation automobile qui vient dans cette zone-là. Donc, pour moi, je ne vois aucun impact. Il y aurait pu avoir des impacts, mais pas si loin, si effectivement on avait décidé de garder la gare actuelle pour ce positionnement-là, et où donc, du coup, la voie aurait été élargie ici, mais avec un coût énorme. Voilà. Ou ici, si c'est le projet de la mairie qui est retenu, avec un élargissement du plateau de voies à ce niveau-là. En tout cas, ça ne touche pas cette zone-là. Ça ne touche pas cette zone-là. Alors, on me parle de problèmes de retournement de bus. Ben non, ils sont aujourd'hui les problèmes de retournement de bus ici. Et le but, c'est de les résoudre en les mettant ailleurs. Voilà. Donc, je voudrais rassurer les gens qui sont par là. Après, effectivement, il devrait y avoir moins de voitures qui passent parce que dans les 2 cas, si c'est le projet du maire qui est retenu, les gens qui descendent de la Cadière vont toujours venir là, il y aura toujours de double sens ici. Si c'est le nôtre, ils arriveront par l'autoroute. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être ? Je crois que vous les avez posées pas mal tout à l'heure. Je ne sais pas si vous aviez pu toutes les prendre. On a une question de Madame Larlé-Loire qui demande si le déplacement de la gare, elle dit le déplacement de la gare est certes envisageable, mais quid de la fréquentation d'Aqualand l'été ? Dans la fréquentation d'Aqualand l'été, elle bénéficierait du déplacement de la gare en tout cas. Et on éviterait d'écraser des petits baigneurs sur l'avenue des Lecs, notamment si c'était positionné ici, quoi. Enfin, je veux dire, Aqualand, à mon avis, aurait tout intérêt à voir arriver ici un pôle d'échange multimodal, pour 2 raisons. Effectivement, l'été, c'est plus près pour y aller, mais du coup, on ne voit pas des gens se déplacer en ville ou sur des routes qui sont largement accidentogènes.
c'est un accès direct. Pareil pour les gens qui vont à la plage d'ailleurs. L'accès, il est direct et l'accès piéton, il est beaucoup plus aisé que ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis le deuxième élément, c'est que je pense qu'Aqualand serait très, 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 très heureux de voir baisser ses charges annuelles parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui paye tout ça sur toute l'année. Avant de conclure, parce qu'il est quand même déjà 20h04 et qu'on s'était engagé à finir à 20h, on a du coup une question qui dit « Avez-vous eu des échanges avec Stop LGV Sud Sainte-Baume ?» Énormément pendant la campagne de 2014. Sur ce sujet-là, non pour moi, parce que, un petit mot quand même, tout ça est un sous-ensemble du projet de ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, qui n'est pas du tout une ligne à grande vitesse. Donc, Stop LGV, ils se battent contre une ligne à grande vitesse et on peut dire qu'ils ont gagné il y a 10 ans, puisqu'on ne parle plus de ligne à grande vitesse depuis presque une dizaine d'années. Par contre, on parle d'améliorer la circulation des trains entre Marseille et Nice pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. Et dans cette amélioration de la circulation des trains, ça c'est un sous-ensemble. Et le but, c'est d'améliorer les trains du quotidien, c'est-à-dire les TER et la possibilité pour les gens de se déplacer dans leur zone d'habitat et d'emploi. Juste un mot, ça me semble important à dire sur Saint-Cyr. La mobilité et les transports à Saint-Cyr, ce n'est pas le fait d'avoir une gare, d'avoir des routes, etc., qui la sous-tend. Le besoin de mobilité à Saint-Cyr, il existe. Il existe pour deux raisons. Sur 12 000 habitants, on en a 1 000 qui travaillent à Saint-Cyr et on a 4 000 actifs. Ça veut dire qu'on a 3 000 personnes qui, tous les jours, sortent de Saint-Cyr pour aller bosser et ils reviennent le soir. Donc, le besoin de mobilité, il existe. Et puis, au-delà de la troisième, tous ceux qui étudient en dehors de Saint-Cyr. Le besoin de mobilité, il existe. Et puis, les 4 000 retraités que nous avons à Saint-Cyr, ce sont des retraités plutôt actifs, plutôt jeunes et plutôt dynamiques, et qui se déplacent. Soit dans Saint-Cyr, et aujourd'hui, il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a pas, c'est une ville sans trottoir et ni piste cyclable, ou qui se déplacent à l'extérieur de Saint-Cyr. Et donc, l'alternative, je le redis, l'alternative à une amélioration des transports ferroviaires, c'est l'amélioration des transports routiers. C'est une 4e voie d'autoroute et plus de voitures. Et aujourd'hui, nous sommes dans une commune qui n'a pas de transport en commun. Nous sommes même dans une communauté de communes qui n'a pas de transport en commun, puisque c'est une compétence communautaire. Et là, il nous arrive une manne financière et une manne de réflexion qui va nous permettre, bien au-delà de ce périmètre-là, qui serait idéalement celui du pôle d'échange, de revoir toute une trame de transport en commun, de pistes cyclables, d'itinéraires piétonniers, etc., et bien plus qu'au-delà de Saint-Cyr, mais au niveau de la communauté, voilà, au niveau de la communauté d'agglomération. Voilà, ce pôle d'échange, c'est celui de l'ensemble ici. Et donc, de toute façon, ce problème de mobilité, il faut le résoudre. S'il ne se résout pas avec des véhicules électriques qui font du covoiturage à raison de 500 personnes par véhicule, il se fera par des véhicules thermiques, par des voitures et par des élargissements d'autoroutes qui vont bien au-delà de cet impact-là. Voilà. Philippe, si c'est OK pour toi de continuer un peu, il y a encore quand même plusieurs questions auxquelles on n'a pas pu répondre, parce qu'il y en a qui continuent d'arriver. Du coup, s'il y en a qui doivent arrêter ici, vous pouvez le faire. On a du coup l'enregistrement de cet échange qu'on va quand même poster du coup pour qu'il soit accessible à tous plus largement. Mais alors du coup, pour les questions qui sont remontées, il y en avait une sur du coup, tu as parlé tout à l'heure de manne financière. À quoi faisais-tu référence? On avait aussi une question sur le fait que, alors, je retrouve plus, je remonte haut, mais que la gare serait dans une courbe, je ne retrouve plus, je crois que c'était une question de Monsieur Simon. Ouais, c'est ça, le fait que la gare soit placée dans une portion un peu courbe, est-ce un souci?
Et puis après, on a une remarque de Béatrice Aiello qui dit que la gare est déjà saturée en période estivale. Comment absorber les flux supplémentaires de la fréquentation de la gare déplacée dans cette zone, du coup à côté d'Aqualand. Et du coup, Delphine de Lucas qui dit que le projet Hélène Paca est loin de ne plus être d'actualité, et elle met un lien vers le site Stop LGV Sud Sainte-Baume. Alors, la manne financière. Un équipement tel que celui-là, alors je parle du RER toulonnais et du pôle d'échange qui en découle, c'est un investissement lourd. Vous voyez, on parlait de 163 millions d'euros, qui rassemble tout un tas de cofinanceurs. Les cofinanceurs, c'est l'État, c'est la région, c'est le département, c'est idéalement la communauté d'agglomération, et c'est SNCF Réseau. Donc, effectivement, il arrive une manne financière. Et dans un projet de pôle d'échange, il y a du parking, il y a des aires de covoiturage, il y a du stationnement vélo, etc. Et c'est nécessairement accompagné, et les financeurs y sont bien entendu attachés et en font même une condition de base, à un développement de la mobilité autour de ce pôle d'échange. On a un bel exemple à Aubagne. Aubagne, il y a un pôle d'échange qui s'est créé à Aubagne il y a une vingtaine d'années, et qui a été accompagné par une restructuration du réseau de transport en commun sur toute la communauté de communes à l'époque. Maintenant, ils ont intégré la métropole marseillaise, et un réseau en étoile qui faisait que l'ensemble des transports en commun se rejoignaient dans ce pôle d'échange qui devenait aussi un point de correspondance entre bus, entre cars, etc. C'est une condition nécessaire. Ils ont même fait un tramway à Aubagne après. C'est une condition nécessaire pour que les investisseurs suivent. Et donc, c'est un engagement qui a été pris de fait en acceptant que ce soit à Saint-Cyr, à la fois par la municipalité et par la communauté d'agglomération et par le département et par la région. Voilà. Donc, c'est une manne financière parce que voilà, c'est comme les Jeux Olympiques. Quand ça arrive, ça arrose autour et ça arrose sur des investissements pérennes. La deuxième question, c'était la gare en courbe. Je n'ai pas compris si on parlait de la gare actuelle ou de notre projet. Je crois qu'il s'agissait de notre projet. Alors, sur notre projet, la courbe, elle est légère. Effectivement, au niveau de notre projet, il y a une courbe légère. Et c'est pour ça qu'on parlait de positionner les quais plutôt à ce niveau où on est en ligne droite. Voilà. Mais après je ne sais pas, c'est peut-être pas un problème, quoi. Voilà. En tout cas, plutôt ici. L'avantage là, c'est que la courbe, elle est après. La courbe, elle est gênante lorsqu'elle est avant les voies de stationnement et de retournement, parce qu'elle nécessite un élargissement. Là, la courbe, elle est après. Nos voies, elles seraient à ce niveau-là. Voilà. Les flux supplémentaires, bonne question de Béatrice Aiello, et le pôle d'échange, c'est la réponse. C'est effectivement un équipement qui est là pour absorber des flux supplémentaires. Et absorber des flux supplémentaires sans trop de dommages collatéraux, c'est éviter que ces flux supplémentaires ils aillent rentrer en centre-ville, et plutôt qu'ils se situent dans ces zones d'accès-là, pour effectivement, voilà. Aujourd'hui, il y a 300 places de parking qui, hors période Covid, c'est quand même une période particulière, sont pleines. Demain, avec une offre de train plus importante, avec de toute façon un développement démographique de l'ensemble de la zone et un développement des besoins de transport, demain, c'est 500, 600, 700 places qu'il faudra de parking. Et si ces 500, 600, 700 voitures ne rentrent pas en centre-ville, je pense que c'est très, 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 très important. Voilà. Et puis, la situation, elle est centrale. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque c'est du touristique, quand on arrive ici, on est mieux pour aller passer la journée sur la plage ou la journée à Aqualand. Voilà. Et puis, on est mieux aussi pour avoir les correspondances qui vont bien, pour avoir un parking terminal qui nous amène sur sa résidence de vacances, etc. Et pareil, si la résidence de vacances est à la Cadière, au Bossé ou au Castellet, c'est par l'autoroute que ça se passe.
Voilà. Aire de covoiturage également. C'est-à-dire que si ici, on développe au-delà du parking une aire de covoiturage à l'entrée et de fait à la sortie de l'autoroute, ben, c'est tout bénef. LNPCA, non, le projet LNPCA, Delphine Lucas a raison, il est toujours là, mais ce n'est plus un projet de LGV et de ligne à grande vitesse. C'est un projet d'aménagement pour améliorer les transports de la vie quotidienne. Et une alternative à une 4e voie d'autoroute. Après, c'est un débat que... Voilà. Je préfère des véhicules électriques que des véhicules thermiques individuels. Je préfère des véhicules électriques collectifs. J'avais l'habitude de dire, que, lorsque j'étais sur la Côte d'Azur, que mon boulot à moi, c'était de faire du covoiturage et que je faisais covoiturer 50 000 personnes par jour dans des véhicules électriques. Voilà, ça me semble être un bel objectif. Qui en plus n'ont pas de batterie puisqu'ils sont reliés à des câbles comme le trolleybus à Marseille qu'on aurait très bien pu ressusciter sans avoir besoin de toute cette... bref, de toutes ces galères. Bref, donc si vous n'avez pas plus de questions, je vois surtout beaucoup de remerciements dans les commentaires et de bonnes soirées, ce qui veut dire que je pense que tout le monde a apprécié et est prêt à aller dîner. Un grand merci du coup Philippe et Dominique pour vos interventions. C'est vraiment précieux d'avoir des personnes en direct à qui on peut dire ok, bon bah j'ai pas compris, mais d'avoir tout ce retour. Et voilà, du coup, pour notre site internet est en cours de construction, il sera disponible d'ici quelques semaines. Si vous souhaitez juste marquer votre soutien, adhérer à l'association, avoir plus d'infos, notre adresse email c'est Saint-Cyr citoyenne, du coup Saint-Cyr, enfin bref, sans raccourci, saintcyrcitoyenne@gmail.com. Voilà, merci encore à tous. Juste peut-être un dernier mot, si tu me le permets, Laura. On a besoin de vous quand même pour rétablir des vérités. Voilà, j'ai vu passer énormément de contre-vérités, de rumeurs, voilà, qui étaient quand même assez terribles. Savoir qu'il n'y a pas qu'un seul projet et qu'il y a d'autres possibilités, et surtout essayer de nous aider à faire un petit peu de lobbying là-dessus. Voilà, parce que voilà, l'équipe municipale, je ne sais pas si elle est totalement convaincue dans son ensemble, en tout cas, elle est logiquement et loyalement derrière son maire, mais la force de l'opinion publique est énorme. Voilà. Et puis, c'est votre projet, notre projet, mais c'est le projet de tous. Et donc, comment aider, adhérer à l'association, parler, interpeller les élus, dites-leur, ben, écoutez, il y a d'autres solutions, etc. Voilà. Si on pouvait ne pas être seul à en parler, ce serait super. Voilà. Dominique, et on est à votre entière disposition. Dominique ? Oui, oui, merci. Moi, je voulais juste dire un mot un peu entre guillemets, non pas politique, mais j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de démocratie sans partage de l'information et des connaissances. Bon. Et je le disais tout au début, on se bat, nous, pour que effectivement il y ait la plus grande transparence possible dans le processus de la décision publique. Et moi, ce qui me choque et je me révolte actuellement, c'est qu'on n'a même pas la possibilité, ou en tout cas, nos élus majoritaires ne voudraient même pas que le débat soit ouvert et qu'on puisse savoir qu'il y a une alternative et de pouvoir comparer les alternatives. Et ça, je trouve ça inadmissible. Voilà. Tout à fait. C'est malheureusement pareil à Toulon. J'ai entendu une voix, mais je n'ai pas vu de qui. Voilà, donc c'est Philippe Leroy. Donc, je suis d'une liste citoyenne de Toulon. Et je suis élu à TPM. Si vous avez des dossiers à me faire passer pour un jour je puisse les défendre, c'est volontiers. Parce que je suis tout à fait dans votre optique. J'avais déjà eu, il y a Alain Seguin, qui est un ancien ingénieur retraité de la SNCF, qui avait une proposition à peu près similaire à la vôtre. Je lui ai donné votre mail. Ce serait bien que vous soyez en contact pour travailler là-dessus. Mais bon, après, le problème, c'est quand les élus ne veulent pas écouter, je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive pas à comprendre le maire de Saint-Cyr qui n'a pas envie d'écouter notre proposition. Vous devez avoir encore accès au site de la concertation, pardon, sur lequel nous avons écrit tout ça et nous avons déposé un dossier.
Et du coup, Alain Seguin, par exemple, connaît très bien notre dossier et nos positions, puisque c'était sur le site de la concertation. Et du coup, je pense que vous y avez toujours accès. Oui, oui, mais Alain Seguin, en fait, il peut me préparer des choses. Mais si vous avez envie de faire passer un message de temps en temps, ce n'est qu'un porte-voix, parce qu'après, on est écouté, mais pas entendu, ou l'inverse, je ne sais pas. Mais... Très volontiers. Dominique Olivier avait interpellé Yannick Chanevard de TPM. D'accord. Et il n'avait pas réagi particulièrement? Bah, en fait, bon, j'avais eu des réponses un peu formelles, très polies, bon, enfin, positives mais formelles, disant que notre courrier avait retenu toute l'attention et qu'il bon, qui porterait, enfin, ils n'ont pas dit qu'il porterait, mais en tout cas qu'il avait retenu toute l'attention. Et sachant qu'effectivement, TPM a une voix importante dans le comité de pilotage et dans les circuits de décision, quoi. Moi, je me permettrai juste, je ne sais pas si Delphine de Lucas est encore là, je voudrais d'abord la saluer, la remercier encore pour le soutien qu'elle nous avait apporté en 2020. Et je pense qu'effectivement, il y a un vrai problème au sujet de la ligne nouvelle PCA. Là. C'est que, bon, nous, on se bat à gérer un peu pied à pied, étape par étape, et on pense qu'effectivement, ce problème du RER toulonnais, qui fait partie de la première phase de la ligne PCA, pour nous, si on arrivait à avoir cet acquis, ça serait essentiel. Mais un grand nombre de membres de notre association pensent que faire une ligne à grande vitesse sur la ligne actuelle est une imbécilité, est impossible. Donc, bon, c'est plus d'actualité. Donc, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas parce que nous sommes pour les transports du quotidien par le RER toulonnais que nous sommes pour l'ensemble du projet sur les 3 phases, sachant que la 3e phase, bon, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais la 3e phase, justement, qui est la plus délicate entre les Arcs entre les Arcs et Aubagne, celle-là, je pense qu'elle pose énormément de problèmes, tout le monde le sait, et un certain nombre d'entre nous sont convaincus qu'elle ne se fera pas telle que c'est prévu actuellement, quoi. Donc, c'est plus une divergence d'appréciation et peut-être de timing. Voilà. Mais en tout cas, je remercie Delphine de Lucas de son intervention. Il y a des personnes qui font malheureusement l'amalgame et qui, du coup, sont contre le projet de RER toulonnais. Oui. Parce qu'ils font l'amalgame avec la LGV. Il y a de la pédagogie. Là, vous avez très bien expliqué des choses. Malheureusement, il n'y avait que 30 personnes. Il faudrait l'expliquer à beaucoup de monde. J'ai vu l'article dans Var Matin complètement par hasard à 18h40. On compte sur le Facebook Live. Il y a peut-être des gens qui verront en replay. On va recommencer. Partager tout ça. En tout cas, merci à tous. Bonsoir et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.